Le soleil était impitoyable cet après-midi-là alors qu'Ada ajustait le plateau de pain sur sa tête. Elle essuya la sueur de son front avec le coin de son pagne et continua d'interpeller les passants avec le même rythme exercé qui était devenu une seconde nature. Et du pain chaud et frais, du pain doux et sucré, sa voix portait une mélodie de lutte, mais ses yeux conservaient encore une lueur de paix. Ada vendait du pain dans cette même rue depuis 3 ans maintenant, bien qu'elle soit habituée au regard et au chuchotement, aujourd'hui était différent. Il y avait une Lexus noire qui s'arrêtait lentement sur le bord de la route, ses vitres teintées baissées pour révéler une femme portant des lunettes de créateur surdimensionné. Ada plissa les yeux contre la lumière du soleil, à cet instant, son cœur fit un bond. C'était Linda. Le nom seul lui serrait la poitrine, un nom d'un passé qui signifiait autrefois la chaleur et portait maintenant des ombres. Ada murmura Linda en s'approchant, son plateau toujours équilibré. Pendant un moment, elle crut à des retrouvailles chaleureuses, mais puis vint le rire. Le rire de Linda n'était pas simplement un petit rire, il était tonitruant, aigu et assez fort pour attirer l'attention des passants. Ada, la vendeuse de pain, après toutes ces années, tu vends toujours du pain comme une fille de village, dit Linda à travers des rires forcés, ses bracelets en or tintant alors qu'elle applaudissait de manière moqueuse. Ada se figea, le poids du plateau sur sa tête devint soudainement insupportable, non pas à cause de son fardeau physique, mais à cause du coup émotionnel qui reposait maintenant sur ses épaules. Les passants commencèrent à murmurer et à regarder alors que Linda se penchait davantage par la fenêtre, examinant Ada avec des yeux condescendants. Je pensais que tu serais une sorte de PDG maintenant, mais te voilà toujours en train de marcher sous le soleil, et j'ai presque cru que tu avais du bon sens à l'époque, son chauffeur rit avec elle, ajoutant l'insulte à l'injure. Ada voulait parler, dire quelque chose, n'importe quoi, mais sa voix était ensevelie sous des années d'endurance, sa gorge brûlait, ses yeux brillaient, mais elle refusait de laisser couler des larmes devant cette femme. Linda fit claquer sa longue perruque comme pour balayer le passé et agita la main. « Tu ne peux pas marcher avec des rennes quand tu es né pour des miettes, dit-elle avant de partir. La poussière soulevée par ses pneus n'était rien comparée à la tempête qu'elle laissa derrière elle dans le cœur d'Ada. Ada resta immobile pendant ce qui lui sembla des heures, même après que la voiture de Linda eut disparu de sa vue. Les échos de son rire dansaient autour d'Ada comme des fantômes cruels. Son plateau finit par glisser de sa tête et s'écrasa au sol, dispersant les miches de pain sur la route poussiéreuse. Des enfants se précipitèrent pour en ramasser, mais Ada ne bougea pas. Elle était engourdie. Comment quelqu'un qu'elle avait autrefois aimé comme une sœur pouvait-il la railler si brutalement? Son esprit remonta le temps dans un flou de secrets partagés, de rires sous les arbres, de vêtements volés et de chuchotements sur des cruches. Tous ces moments semblaient maintenant une cruelle blague. Ada ramassa une des miches, la berçant comme un enfant blessé, et rangea lentement son plateau. Ce soir-là, elle rentra chez elle en silence, lorsqu'elle se coucha enfin, ses larmes vinrent en torrent, non seulement pour la douleur de l'humiliation, mais pour l'amitié qui avait autrefois signifié le monde et qui ne signifiait plus rien. Avant la douleur, avant la trahison, il y avait le rire. Pas le genre qui se moquait, mais le genre qui guérissait. Ada et Linda s'étaient rencontrées en primaire 4 lorsque Linda avait été transférée à l'Académie royale Grèce. Ada, la fille silencieuse d'une famille modeste, avait offert son siège à la nouvelle élève timide qui semblait déplacée avec ses chaussures cirées et son accent anglais. Ce moment avait déclenché une amitié qui allait définir leur enfance. Elles étaient inséparables. Bien que Linda vienne d'un milieu aisé, elle préférait souvent la simplicité de la maison d'Ada, où l'amour se manifestait sous la forme de la cuisine attentionnée d'une mère et des histoires au coucher d'un père. Les parents d'Ada n'avaient pas grand-chose, mais ils partageaient tout ce qu'ils avaient. Linda, en revanche, vivait dans un manoir qui semblait froid et silencieux, avec une mère toujours en voyage et un père obsédé par le pouvoir. Elles trouvaient un équilibre l'une chez l'autre. Ada apprenait à Linda à tresser les cheveux et à marchander au marché, tandis que Linda aidait Ada en mathématiques avancées et lui faisait découvrir la musique pop. Elles étaient différentes, mais complètes ensemble. À eu lycée, leur lien s'était renforcé. Elles portaient le même uniforme, mais partageaient souvent des extras, des bandeaux, des chaussettes, voire des manuels scolaires. Ada ne se souciait pas que Linda ait de meilleures chaussures ou plus d'argent de poche. Elle était contente de ce qu'elle avait, mais Linda regardait souvent Ada avec une envie cachée. Malgré ses possessions, Ada rayonnait de paix,
un calme intérieur qui venait de l'amour et de la valeur personnelle. Linda, en revanche, était une tempête en quête d'approbation et d'insécurité, bien qu'elle le masquait par la confiance. Pourtant, elles se soutenaient mutuellement. Elles étudiaient ensemble tard dans la nuit, se préparaient pour le WEC côte à côte et promirent de ne jamais s'éloigner. La rébellion de Linda émergea pendant ces années. Elle commença à fréquenter des garçons et à sécher les cours. Ada, toujours loyale, la couvrait. Elle restait derrière, falsifiait des notes pour leurs enseignants, voire mentait au père strict de Linda pour la protéger. Leurs camarades de classe les appelaient jumelles, bien qu'elles ne partageaient pas de sang, seulement un lien qui semblait indestructible. Mais ce n'était pas que du sacrifice d'un seul côté. Linda donnait également généreusement, partageant des vêtements, de la nourriture, parfois, défendant Ada lorsque des élèves se moquaient d'elle pour ses sandales usées ou ses frais de scolarité en retard. Elle formait une équipe, même si la dynamique était inégale. Puis vint le chagrin qui commença à façonner leur destin. Les demandes de bourse. Le père de Linda rencontra une crise commerciale désordonnée et ne put pas payer ses frais universitaires. La bourse prestigieuse qu'elle convoitait nécessitait des frais de traitement urgents et des recommandations solides. Elle était sur le point de tout perdre. Ada, malgré la pauvreté de sa famille, ne supportait pas de voir son amie souffrir. Une nuit, alors que ses parents dormaient, elle prit les 4500 yens qu'ils avaient économisés dans une vieille boîte en métal, destinée à son propre enregistrement à l'université, et les donna à Linda. Linda pleura de gratitude. Elle promit que, quoi qu'il arrive, elle n'oublierait jamais. Mais les promesses sont facilement oubliées lorsque le confort remplace le désespoir. Si le sacrifice avait un nom, Ada l'avait porté comme une seconde peau tout au long de ses années scolaires. Linda, avec sa beauté et son audace, attirait l'attention masculine comme des abeilles vers le miel. Ada, plus réservée et modeste, se contentait de l'ombre, mais n'était pas immunisée contre les sentiments. Il y avait Théao, le garçon aîné qui jouait au football comme une star et souriait avec une faussette. Ada l'aimait en silence. Elle l'avait une fois surpris en train de la regarder pendant l'assemblée et avait passé des jours à s'accrocher à ce moment comme à un trésor. Mais avant qu'elle ne puisse rassembler le courage de lui parler, Linda déclara un jour qu'elle l'aimait. « Je pense qu'il est intéressé par moi », avait-elle dit avec confiance, et c'était suffisant. Ada enterra ses sentiments, aida Linda à écrire des mots doux et mentit même pour couvrir leur rendez-vous secret. Elle les regarda se rapprocher tout en prétendant être heureuse. Cette scène se répéta plus d'une fois, que ce soit avec Théao, F ou même Hush. Ada était toujours celle qui se cachait en arrière-plan, atténuant sa lumière pour que celle de Linda puisse briller. Mais ce n'était pas seulement une question de garçon. Linda faisait la fête, séchait les cours, mentait à ses parents et trichait parfois aux examens. Ada était son bouclier constant, toujours là pour défendre, couvrir et nettoyer. Beaucoup l'avaient averti, y compris sa mère, mais Ada répondait toujours « C'est mon amie, ma sœur ». Pourtant, même dans ces moments, la jalousie de Linda coulait. Elle ne comprenait pas comment quelqu'un comme Ada, sans argent, sans vêtements fancy ni parents puissants, pouvait être si pleine de joie. La force d'Ada était sa satisfaction, sa capacité à aimer et à donner sans rien demander en retour. Linda enviait cette paix. Pourtant, elle restait proche, presque comme deux moitiés d'un miroir brisé. La vie d'Ada tournait autour du fait de garder Linda hors de danger, et chaque fois qu'elle sacrifiait quelque chose, un garçon, une opportunité, même sa paix d'esprit, elle se disait que cela en valait la peine pour l'amitié. La nuit avant que Linda ne parte pour sa bourse à l'étranger, elles s'assirent sous le manguier dans l'enceinte d'Ada. « Je n'oublierai jamais ça », murmura Linda, serrant les mains d'Ada. « Je reviendrai plus riche et plus forte, je t'aiderai aussi. » Ada sourit à travers ses larmes, croyant chaque mot. Ses parents n'avaient pas encore découvert l'argent volé, mais la culpabilité la rongeait. Pourtant, la fierté dans les yeux de Linda lui faisait sentir que le sacrifice avait un but. Elles s'étreignirent fortement. « Promets-moi », dit Ada doucement. « Promets-moi que tu ne m'oublieras jamais. » Linda avait hoché la tête, plaçant sa main sur son cœur. « Jamais », jura-t-elle. Et puis elle partit. Ce fut la dernière fois qu'Ada vit Linda jusqu'au rire sur le bord de la route des années plus tard. Le silence dans la maison ce soir-là était plus fort qu'un cri.
Ada s'assit près de la boîte en métal rouillée sous le lit de ses parents, les mains tremblantes alors qu'elle fixait le paquet de billets en ERA qu'elle venait de prendre. Ce n'était pas une grosse somme selon les normes des riches, juste 4500 N, mais pour sa famille, c'était tout. Cet argent était censé sécuriser son propre avenir, payer ses frais d'admission à l'université et acheter des nécessités. Son père l'avait économisé pendant des mois, sautant des repas et marchant de longues distances pour travailler juste pour contribuer. Mais alors qu'elle comptait l'argent, une petite voix dans son cœur lui murmura qu'elle faisait ce qui était juste. Linda avait besoin de cela plus qu'elle, Linda n'avait pas d'autre moyen. Elle n'oubliera jamais cela, murmura Ada à elle-même, scellant l'enveloppe. Cette nuit-là, elle sortit en douce de la maison et rencontra Linda près du bureau de poste abandonné où elles avaient l'habitude de traîner. Au moment où elle lui remit l'enveloppe, Linda pleura dans ses bras. « Je ne te mérite pas », murmura-t-elle. Ada sourit simplement, mais quelque chose en elle se brisa. La semaine suivante, Linda partit à l'étranger après avoir obtenu avec succès sa bourse. Ada lui fit signe au portail de l'aéroport, ne sachant pas qu'elle venait d'enterrer son propre avenir pour ressusciter celui de quelqu'un d'autre. Ses parents découvrirent l'argent manquant 2 jours plus tard. Le choc plongea sa mère dans une spirale de pleurs et son père dans un silence profond et terrifiant. Ada ne pouvait pas leur dire la vérité. Elle pleura simplement et s'excusa, sans jamais révéler le nom de Linda. Sa mère l'accusa d'être stupide, son père d'être irresponsable. « Et tu as détruit ta seule chance », murmura-t-il. Et en effet, c'était le cas. Sans l'argent, son admission à l'université lui échappa. Il n'y avait pas d'aide en vue, pas de parents prêts à la soutenir. Alors que ses camarades de classe passaient à de nouvelles vies, elle resta coincée, une décrocheuse hantée par la honte, la pauvreté et le silence. Les personnes qu'elle avait autrefois aidées l'évitaient maintenant, et même les amis de l'église commençaient à chuchoter dans son dos. La pire partie n'était pas la souffrance, c'était le silence de Linda. Les jours se transformèrent en semaines, les semaines en mois, puis en années, et pas un seul appel, texte ou message de la fille pour laquelle Ada avait tout sacrifié. Elle l'a suivie sur les réseaux sociaux au début, vit les belles photos dans les rues étrangères, les robes de luxe, les verres de champagne qui s'entrechoquaient dans les salles de fête. Linda vivait son rêve et Ada vivait sa conséquence. Pourtant, elle s'accrochait à l'espoir que peut-être Linda n'avait pas oublié, qu'elle prendrait peut-être contact un jour. Mais cet espoir devint du poison plus il persistait. Ada n'a jamais dit à personne toute la vérité, même sa cousine la plus proche, NM, ne connaissait que des morceaux. Au fond d'elle-même, Ada s'accrochait encore à l'idée que la loyauté signifiait quelque chose, mais avec chaque jour qui passait, cette croyance s'effritait lentement, douloureusement et sans pitié. Après des mois de rejet, Ada accepta son sort. Elle était officiellement hors de l'école. La nouvelle arriva comme un orage silencieux, plus d'inscriptions aux examens, plus de notes de cours, plus de cartes d'étudiante. Elle regarda ses pairs discuter de cours et porter des manuels scolaires, et cela lui donna l'impression de regarder à travers une vitre qui ne s'ouvrirait jamais. Elle retourna dans sa petite maison où sa mère avait cessé de lui parler sauf si c'était absolument nécessaire. Son père la regardait à peine dans les yeux. Son petit frère, Nyamesha, lui souriait encore, mais même sa présence devint un rappel douloureux de tout ce qu'elle avait fait subir à tout le monde. Ada commença à postuler pour de petits emplois, tout ce qui pouvait aider à mettre de la nourriture sur la table, mais partout où elle se tournait, la réponse était la même. Désolé, vous n'avez pas de diplôme universitaire. Dans une ville comme Ogu, même les poupées Marcus voulaient du personnel avec au moins un diplôme. Une femme dans un fast-food rit lorsqu'Ada essaya de postuler. Tu veux travailler dans un bureau de caisse sans école? Va te marier, ricana-t-elle. Ce fut la première de nombreuses insultes qu'Ada devrait avaler. La vie devint une lente spirale. Elle lavait les vêtements des voisins, aidait les femmes âgées du marché à porter leurs sacs et gardait les enfants juste pour quelques naira. Elle essaya de se cacher de ses anciens camarades de classe, mais parfois ils la voyaient porter de lourds seaux, balayer des sols sales, marcher pieds nus pour économiser de l'argent sur les sandales. La honte était lourde, mais Ada la portait avec une étrange grâce. Elle ne se plaignait pas, ne maudissait pas le monde, elle endurait simplement. Mais ses rêves, eux, se fanaient silencieusement en elle comme des fleurs sans eau. La nuit,
Elle s'allongeait sur le tapis usé de leur petite chambre et rejouait le passé, ses rêves scolaires, les rires de Linda, l'odeur des nouveaux cahiers, la joie d'apprendre, tout cela avait disparu maintenant. Parfois, elle pensait à tout arrêter, mais alors elle entendait la respiration douce de Namesha à côté d'elle et se souvenait qu'il y avait encore de l'amour dans son monde, même s'il était caché sous des couches de poussière et de douleur. C'est lors de l'une de ses nombreuses recherches d'emploi qu'elle rencontra Mama Chin, la propriétaire d'une petite boulangerie en périphérie de la ville. Elle avait besoin d'aide, de quelqu'un qui pouvait porter des plateaux de pain et vendre dans les parcs et marchés locaux. Le salaire était modeste, mais Ada sauta sur l'offre. Elle apprit rapidement à trancher, à équilibrer un plateau sur sa tête, à sourire face aux insultes et à sprinter à travers la circulation pour atteindre les clients. Elle commença à marcher de longues distances, parfois pieds nus pour économiser de l'argent. Elle quittait la maison avant le lever du soleil et rentrait après la tombée de la nuit. Pourtant, malgré les difficultés, elle trouvait des fragments de paix. Le pain sentait la survie et ses clients étaient souvent gentils. Vendeuse de pain au beau visage, disaient certains, et Ada souriait non pas à cause des mots, mais parce qu'elle était encore debout. La vie l'avait écrasée, mais ne l'avait pas brisée. La beauté d'Ada était à la fois un cadeau et une malédiction. Alors qu'elle poussait son plateau de pain à travers les parcs et arrêts de bus bondés, les hommes la regardaient souvent. Certains complimentaient son courage, d'autres offraient une aide qui cachait des motifs cachés. Au début, Ada essayait d'être polie, souriant, hochant la tête et s'éloignant. Mais avec le temps, les regards devinrent plus longs, les commentaires plus audacieux et les offres plus dérangeantes. « Tu es trop belle pour vendre du pain », dit un homme en lui glissant une carte de visite avec une adresse d'hôtel griffonnée au dos. « Viens, laisse-moi prendre soin de toi », dit un autre, un homme marié dans une voiture élégante qui la suivit chez elle un soir, lui promettant une boutique si elle devenait sa compagne de week-end. Ada était furieuse, mais la peur la rendait silencieuse. Ce n'était pas le monde des amitiés et de la loyauté de l'enfance. C'était une jungle, et des femmes comme elle étaient des proies. Elle commença à marcher en groupe, évitant les contacts visuels, changeant d'itinéraire, mais peu importe ce qu'elle faisait, il y avait toujours quelqu'un qui rôdait avec une offre liée à la honte. Elle se confia une fois à Mama Chin, la propriétaire de la boulangerie, qui se contenta de secouer la tête et de dire « C'est ce qui arrive quand la pauvreté et la beauté se rencontrent ». Ada commença à se cacher sous de plus grands foulards, à porter des pagnes surdimensionnés et même à se barbouiller le visage avec de la farine pour paraître moins attrayante, mais cela ne fonctionnait jamais complètement. Pourtant, elle refusait de céder, non par orgueil, mais par principe. « Si je vends mon corps maintenant, » murmurait-elle, « que me restera-t-il » Elle travailla plus dur, prenant parfois des doubles quarts à la boulangerie, pétrissant la pâte jusqu'à ce que ses bras lui fassent mal, nettoyant les fours et livrant des commandes dans des quartiers dangereux. Chaque nuit, elle rentrait avec des pieds couverts d'ampoules et des muscles endoloris, mais elle dormait en paix, sachant que sa dignité était intacte. Cette dignité, croyait-elle, était le seul héritage qu'elle pouvait se permettre de garder. Un jour, en rentrant de ses livraisons, Ada vit quelque chose qui la bouleversa profondément. Une jeune fille, âgée d'accent grave peine 16 ans, tenant son propre plateau de pain et pleurant alors qu'un homme la harcelait près d'un arrêt de bus. Ada intervint, protégeant la fille et menaçant l'homme avec un bâton. Après que l'homme se fut enfui, la fille s'effondra dans les bras d'Ada. « Je ne veux pas finir comme ma sœur », sanglota-t-elle. Ada la serra fort, le cœur lourd de colère silencieuse. Cette nuit-là, elle pria pour la force, non seulement pour elle-même, mais pour toutes les filles forcées dans l'ombre par un monde qui n'offrait l'amour qu'avec des conditions. Ce fut la nuit où Ada décida qu'elle ne se contenterait plus de survivre. Elle se lèverait, et quand elle le ferait, elle s'assurerait que le monde sache que la fille du pain n'était pas née pour être piétinée. À présent, Ada avait taillé une routine dans la difficulté. Ses matinées commençaient avant que le soleil ne soit complètement levé, ses mains pétrissant déjà la pâte dans la petite boulangerie de Mama Chinard tandis que d'autres jeunes femmes de son âge dormaient dans le confort. Ses après-midi étaient passés sous un soleil brutal, sa tête équilibrée sous le poids d'un plateau rempli de pain, et ses soirées se terminaient dans l'épuisement, ses jambes endolories par des heures de marche. Pourtant, à travers tout cela, elle gardait un sourire sur le visage, non pas par joie, mais par habitude. Les clients avaient appris à la connaître, la vendeuse de pain poli aux yeux fatigués et à la voix gentille.
Elle commença à gagner leur respect, surtout celui des mères qui admiraient sa discipline et des enfants qui appréciaient les morceaux supplémentaires qu'elle donnait. Bien que ses gains soient à peine suffisants pour acheter du savon et de la nourriture, Ada était reconnaissante. Cette vie était loin de ce qu'elle avait imaginé, mais au moins elle était honnête. Personne ne pouvait dire qu'elle n'avait pas travaillé pour chaque naira qu'elle gagnait. Elle commença à remarquer que même dans la souffrance, les gens pouvaient trouver un rythme. Entre les motocyclettes à esquiver et les appels aux inconnus, Ada se mit à fredonner doucement. Elle chantait souvent de vieux cantiques que sa mère avait l'habitude de chanter à l'époque où leur maison était en paix. Certains jours étaient meilleurs que d'autres. Il y avait des jours où elle vendait tout son pain et rentrait avec des pourboires supplémentaires, et des jours où elle avait à peine assez pour payer le transport et la nourriture. Mais quel que soit le résultat, Ada se comportait avec une dignité tranquille. Elle passait souvent devant le campus universitaire et regardait les étudiants passer, des livres à la main et des rires dans les yeux, et elle ressentait une étrange torsion dans sa poitrine. Ça aurait pu être moi, pensait-elle. Mais au lieu de laisser cela la briser, elle l'utilisait comme carburant. Un jour, elle murmura en se reposant sous un manguier, « Un jour, je ne porterai plus de pain sur ma tête, le pain me portera. » Mais derrière sa résilience calme, elle restait hantée par Linda. Chaque fois qu'elle entendait un coup de klaxon trop proche, chaque fois qu'elle voyait quelqu'un avec des lunettes de soleil fantaisie, elle se souvenait du rire, de la moquerie, de la façon dont son ancienne amie l'avait regardée comme de la boue. Ce moment avait brisé quelque chose en elle. Le silence qui avait suivi le départ de Linda avait été douloureux, mais rien comparé au jour où elle s'était revue, lorsque les espoirs d'Ada pour des retrouvailles chaleureuses s'étaient transformés en cendres. La rue ne lui avait jamais permis de l'oublier. Les conducteurs qui regardaient, les clients qui murmuraient, les gens commençaient à chuchoter que la fille riche était venue se moquer de la vendeuse de pain. Ada voulait oublier, mais elle ne le pouvait pas avant d'avoir fait quelque chose à ce sujet. Cette amertume commença à grandir, mais quelque chose d'autre aussi, une lueur de détermination. Elle ne le savait pas encore, mais sa vie était sur le point de changer. Le plateau sur sa tête deviendrait un jour une couronne. Les rues bruissaient de bruit ce mardi fatal où Linda revint, non pas discrètement cette fois, mais avec un convoi. Un SUV noir menait la ligne, décoré de rubans et de bannières pour le service commémoratif de sa défunte mère. Linda était revenue avec style, les flashs des appareils photo crépitaient alors que les journalistes l'entouraient. « La fille dorée du Nigeria revient », annonça l'un d'eux. Elle sortit dans une longue robe blanche, son maquillage impeccable, ses talons frappant le trottoir comme une reine descendant. À côté d'elle se tenait son père, maintenant chauve et courbé par l'âge, mais s'accrochant toujours à l'illusion de leur ancienne richesse. Bien qu'il ne soit plus aussi riche qu'avant, Linda avait appris à prétendre, et elle le faisait bien. Elle salua la foule comme une royauté, souriant avec des dents blanchies à l'étranger, affichant le genre d'arrogance qui ne pouvait naître que d'une profonde insécurité. Mais son sourire s'évanouit le moment où elle vit une figure familière de l'autre côté de la rue, équilibrant un plateau de pain. Son passé venait de croiser son mensonge. Ada se tenait silencieusement près d'un vendeur de journaux lorsqu'elle la vit, Linda, la même Linda qu'elle avait aidé à sortir du gouffre de la pauvreté, la même Linda qui avait juré de ne jamais l'oublier. Au début, le cœur d'Ada gonfla d'un espoir naïf. Peut-être que cette fois, elle était venue s'excuser, peut-être que le cruel éclat de rire ce jour-là n'était qu'une terrible erreur. Ada fit un pas hésitant en avant, son plateau équilibré et sa voix coincée dans sa gorge. Mais Linda se retourna et cette fois, elle rit encore plus fort. « Tu fais toujours ça », dit-elle en gesticulant vers le plateau. L'Ada, la vendeuse de pain, comme c'est poétique. Sa voix était épaisse de sarcasme et de jugement. La foule fit une pause. Ada cligna des yeux. Elle ne comprenait pas. Pourquoi Linda se moquait-elle encore d'elle? Que avait-elle fait pour mériter un tel mépris? Linda ricana, sortit son téléphone de son sac et prit une photo. « Je vais te poster sur Instagram. » Certaines personnes n'évoluent jamais, gloussa-t-elle. Ada resta figée, le monde tournant autour d'elle. La porte du SUV se referma et Linda disparut à nouveau. Ada ne pleura pas sur place. Elle ramassa simplement son plateau de pain, traversa la rue et rentra chez elle. Mais une fois la porte refermée derrière elle, ses cris brisèrent le silence. Elle s'effondra par terre, frappant ses poings contre le ciment froid,
hurlant avec toute la douleur qu'elle avait refoulée pendant des années. Sa mère se précipita et essaya de la tenir, mais Ada la repoussa. « Pourquoi l'ai-je jamais aidé? Pourquoi ai-je jamais cru en l'amitié ?» cria-t-elle, sa voix résonnant dans la nuit. Elle fixa le plafond pendant des heures par la suite, sa poitrine brûlante de colère. Ce n'était plus de la tristesse, c'était de la rage. Pour les années qu'elle avait perdues, pour l'avenir qui lui avait été volé, pour la trahison qui ne cessait de rouvrir ses blessures. Ada ne savait pas quel serait son prochain geste, mais une chose était certaine, elle ne laisserait plus Linda impunie. Plus jamais. Ada ne quitta pas sa chambre pendant 2 jours après la rencontre. Elle resta recroquevillée sous une fine couverture, rejouant chaque moment de son amitié avec Linda comme un film maudit en boucle. Les rires en classe, les câlins après les chagrins d'amour, les nuits passées à lire sous une lanterne cassée. Tout cela lui semblait maintenant un mensonge. Son corps la faisait souffrir d'épuisement, mais son âme encore plus. Elle refusait la nourriture lorsque sa mère posait du riz à côté d'elle. Elle se contentait de se tourner vers le mur et de pleurer silencieusement. Son frère Nyamesha s'assit à ses côtés, brossant doucement ses cheveux comme elle le faisait pour lui lorsqu'il avait la malaria. « Tati Ada, ne pleure pas » murmura-t-il, mais sa voix ne fit que la faire pleurer plus fort. Elle s'était accrochée à l'espoir trop longtemps. L'espoir qu'un jour Linda se souviendrait, l'espoir que son sacrifice signifiait quelque chose. Mais maintenant, avec chaque larme, cet espoir se transformait en amertume. Le 3e soir, Ada se leva. Ses yeux étaient gonflés et ses lèvres gercées, mais son dos était droit. Elle ramassa son plateau à pain et le porta dans le petit salon. Sa mère la regarda avec surprise, s'attendant à une autre crise, mais le visage d'Ada était de pierre. « Je sors, dit-elle. Il est temps que je change l'histoire. » Elle n'expliqua pas ce qu'elle voulait dire, mais il y avait du feu dans sa voix, une sorte de détermination qui avait été enterrée trop longtemps. Cette nuit-là, elle traversa la ville comme un fantôme avec une mission. En passant devant les arrêts de bus et les marchés, elle n'appelait pas pour vendre, elle observait simplement. Son esprit élaborait des idées. Peut-être, juste peut-être, que le même pain qui lui avait apporté de la honte pourrait aussi lui apporter la rédemption. Cette nuit-là, elle ne vendit que 5 miches, mais le lendemain matin, elle emprunta de l'argent à Mama Chenure pour acheter un petit smartphone d'occasion. Elle ouvrit un compte Instagram sous le nom de Bread with Ada, un nom si simple mais rempli de défis silencieux. Elle téléchargea sa première vidéo, un court clip d'elle souriant en tranchant du pain et en fredonnant. Puis vint une autre, la montrant traversant le marché avec son plateau, faisant signe aux enfants. Elle parla doucement à la caméra en disant « Ils se sont moqués de moi pour avoir vendu du pain, mais le pain nourrit les nations. » En quelques heures, quelques personnes commentèrent, puis d'autres. Sa beauté, sa voix, son humilité attiraient l'attention. Du jour au lendemain, elle gagna 200 abonnés. Cette nuit-là, elle dormit différemment, non pas avec joie, mais avec un but. Linda avait ri, mais Ada venait juste de commencer à parler. Et quand une voix s'élève du puits de la douleur, le monde ne peut l'ignorer. Les doigts d'Ada tremblèrent alors qu'elle téléchargeait sa 3e vidéo, un time-lapse de sa routine matinale, du pétrissage de la pâte à la boulangerie de Mama Chinard à l'empilement soigné du pain sur son plateau. Elle ajouta une légende, « Ils ont ri, mais je me lève quotidiennement avec dignité. » Du jour au lendemain, la vidéo dépassa les 1000 vues. Elle ne savait même pas comment fonctionnait l'algorithme. Tout ce qu'elle savait, c'est que les gens regardaient. Certains laissaient des commentaires encourageants, d'autres partageaient des histoires de leur propre lutte. Quelques-uns se moquaient d'elle, disant qu'elle cherchait la gloire avec du pain. Mais Ada s'en moquait. Pour la première fois depuis des années, elle avait quelque chose de plus que la survie. Elle avait une voix. Le smartphone qu'elle avait acheté avec de l'argent emprunté était maintenant son micro, et chaque publication qu'elle partageait devenait un acte de défi contre la honte que Linda avait déversée sur elle. Sa douleur avait engendré une plateforme. Elle commença à porter des pagnes plus colorées, à attacher ses foulards avec style et à sourire plus souvent dans les vidéos. Le pain n'était plus seulement de la nourriture, il était devenu sa marque. Elle commença à créer des sketchs,
des conversations amusantes entre elle et des clients imaginaires, des monologues sur l'élévation à travers la douleur, même des poèmes sur le pain et les rêves brisés. Chaque vidéo se terminait par un slogan qu'elle avait inventé, « Le pain peut s'effriter, mais pas moi ». Il ne fallut pas longtemps pour que les gens le remarquent. Un blog local en ligne écrivit à son sujet, l'appelant la fille du pain qui inspire. Des stations de radio la contactèrent, quelques influenceurs repostèrent son contenu, puis vint le message direct qui changea tout. Un responsable marketing de Golden Krust Baker, l'une des principales entreprises de pain du Nigeria. Il lançait une nouvelle campagne, visages locaux, goût mondial, et voulait Ada comme l'un des visages. Lorsqu'elle lut le message, elle crut à une arnaque, mais ce n'en était pas une. En 2 semaines, elle se retrouva dans un studio professionnel, tenant un micro, debout à côté d'un logo Golden Krust tandis que des stylistes arrangeaient ses cheveux. Elle portait une simple robe jaune qui épousait modestement sa silhouette et des sandales plates qui lui rappelaient sa maison. Elle parla non pas comme une célébrité, mais comme une fille qui avait survécu à la honte. La publicité devint virale. Les gens l'appelaient le visage du travail honnête. Les ventes de Golden Krust explosèrent et son nombre d'abonnés tripla. Plus que l'argent, Ada était maintenant reconnue dans la rue. Les enfants criaient son nom de compte Instagram, les mères la saluaient, des inconnus lui donnaient de l'argent supplémentaire ou chuchotaient « Continue ». Ada vendait toujours du pain, mais maintenant elle le faisait à ses conditions. Et bien qu'elle n'ait jamais mentionné le nom de Linda en public, chaque succès qu'elle enregistrait était une réponse silencieuse à cette humiliation sur le bord de la route. « Tu pensais que j'étais née pour des miettes », murmura Ada un soir en regardant la lune, « mais je suis née pour faire le pain moi-même ». Alors que la popularité d'Ada augmentait, Golden Krust prolongea son contrat, offrant plus que du marketing. Il voulait son avis sur le développement de produits. Cela semblait irréel. Une fille qui n'avait autrefois aucun diplôme se retrouvait maintenant assise en réunion avec des cadres. Au début, elle se sentait comme une imposteur, entourée de personnes avec des MBA et des accents polis. Pourtant, il se penchait en avant chaque fois qu'elle parlait. Ses idées ne venaient pas des manuels, mais de la rue. Et si nous rendions le pain plus petit mais plus riche en saveurs, suggéra-t-elle lors d'une réunion. Les gens se sentiront toujours satisfaits et ce sera plus facile à s'offrir. La salle se tut, puis l'un des cadres hocha lentement la tête. C'était une idée risquée, mais ils décidèrent de la tester. Des semaines plus tard, les ventes explosèrent. Le marché en avait justement envie, du pain abordable avec un goût de qualité. La suggestion d'Ada fut créditée d'avoir redonné vie à la réputation de la marque parmi les consommateurs à faible revenu. La reconnaissance attira une nouvelle attention. Les blogs l'appelaient le génie du pain du Nigeria. D'autres entreprises la contactèrent pour des collaborations, mais Ada était prudente. Elle se souvenait de ce que cela faisait d'avoir rien. Elle resta humble, visitant toujours la boulangerie où tout avait commencé, marchant toujours sur ses anciens itinéraires de vente juste pour se rappeler d'où elle venait. Ses vieux amis et anciens camarades de classe la regardaient maintenant de loin. Beaucoup étaient choqués, certains la contactèrent, « Et Ada, j'ai toujours cru en toi », écrivait-il, faisant semblant de ne pas s'être moqué d'elle autrefois. Mais Ada les ignora. Elle n'était plus amère, juste concentrée. Le plateau qui avait autrefois courbé son cou de honte était devenu le symbole de sa force. Elle commença à économiser de manière agressive, non pas pour des vêtements ou des vacances, mais pour un rêve qu'elle avait nourri en silence, sa propre entreprise de pain. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Linda se décomposait. Elle voyait le visage d'Ada sur des panneaux d'affichage, sur les pages d'exploration d'Instagram, même sur les étagères à pain des supermarchés. Au début, elle essaya de faire semblant de ne pas être dérangée. La vendeuse de pain devenue influenceuse, cette tendance va passer, dit-elle à ses amis. Mais cela ne passa pas. Plus elle essayait d'ignorer Ada, plus Ada dominait. Les appels téléphoniques de Linda aux marques étaient ignorés, ses contrats de mannequinat se tarirent, les investissements de son père commencèrent à échouer et leurs comptes furent gelés à cause d'un accord immobilier raté. Leur maison fut mise aux enchères, et pour la première fois, Linda vit la seule personne qu'elle avait méprisée s'élever au-delà de sa portée. Elle essaya de cacher sa jalousie, mais celle-ci brûlait comme un feu sous sa peau. La vendeuse de pain qu'elle avait moquée était devenue la femme qu'elle aurait voulu être.
Le lancement de la propre entreprise de pain d'Ada fut discret, pas d'événement tapa accent grave l'œil, pas de célébrité pour en faire la promotion. Elle la nomma les pains d'Ada, avec un slogan qui disait « Construite à partir de la douleur, cuite avec passion ». Ces miches étaient plus petites que celles standards sur le marché, mais une bouchée révélait leur richesse. Elle y infusa son mélange unique de saveurs, y compris du miel, de l'essence de banane et un glaçage au lait, des recettes qu'elle avait créées à l'époque où elle ne pouvait pas se permettre mieux. Et cela fonctionna. Son pain se vendit en quelques jours. Elle se concentra sur le marketing au niveau communautaire, fournissant directement aux vendeurs, aux kiosques et aux petits restaurateurs. Ses prix étaient compétitifs, ses livraisons ponctuelles et son service client excellent. En seulement 6 mois, Ada passa d'un appartement loué à un bungalow de 2 chambres dans les banlieues. Elle employa 15 travailleurs, dont la plupart étaient de jeunes filles qui avaient autrefois essayé d'échanger leur dignité contre la survie. Elle les forma, les habilla et leur rappela qu'elles pouvaient s'élever sans ramper. Mais la croissance ne s'arrêta pas là. Son histoire fut reprise par un blog culinaire international qui était tombé sur l'un de ses sketchs viraux. Ils l'appelèrent la patronne du pain du Nigeria. Bientôt, elle fut invitée à parler dans des écoles et sur les marchés, non pas de plan d'affaires, mais d'endurance. Elle se tenait devant les foules et disait « Je n'avais pas de diplôme, pas de père avec des relations, pas d'homme pour me financer. Tout ce que j'avais, c'était un plateau et la décision de ne jamais me contenter de peu. » Ces mots touchaient les gens. Elle ne venait pas avec des discours révisés ou des accents étrangers, elle venait avec la vérité. Ada n'était plus simplement une vendeuse de pain. Elle était devenue un symbole de survie. Mais même avec les applaudissements et la croissance, elle ne souriait jamais trop largement, car au fond d'elle-même, elle savait que la paix pouvait encore être menacée, surtout par des personnes comme Linda qui portaient des rancunes silencieuses. Un matin, son assistante se précipita dans la boulangerie, les yeux écarquillés. « Madame, il y a une candidate à l'embauche ici. Vous devez la voir vous-même. » Ada sortit, le cœur battant, et la voilà, Linda, assise tranquillement dans un coin de la salle d'attente en train de remplir un formulaire. Sa perruque était usée, ses vêtements ne criaient plus la richesse, son visage avait perdu son éclat arrogant. Ada ne dit rien. Elle se retourna simplement et rentra dans son bureau, ses émotions envahies de confusion, d'incrédulité et de quelque chose de plus sombre. La même femme qui l'avait autrefois humiliée demandait maintenant une chance de nettoyer ses sols. Mais Ada ne sourit pas. Elle murmura simplement pour elle-même, « Maintenant, voyons à quoi ressemble l'humilité. » Linda fixa le formulaire de candidature sur ses genoux, ses doigts manucurés tremblants et écaillés. Il y avait quelque chose d'horrible à être assise dans la salle d'attente d'une entreprise appartenant à la même fille dont elle s'était moquée autrefois. La même fille dont le seul crime était d'avoir été trop loyale. Quelques années plus tôt, Linda pouvait tout acheter, les meilleurs téléphones, vêtements et même des amitiés factices. Maintenant, l'argent avait séché, les prétendants avaient disparu et son père, autrefois un magnate de l'immobilier respecté, se cachait des agents de l'EFCC après avoir perdu leur maison. Ils avaient emménagé dans un appartement loué dans un quartier bruyant où les moustiques bourdonnaient plus fort que les regrets de son père. Linda détestait chaque seconde de cela. Et la pire partie n'était même pas la pauvreté, c'était la moquerie de ceux qu'elle avait autrefois méprisés. Tout le monde sur qui elle avait marché marchait maintenant sur elle. Mais Ada était le joyau de sa honte. La seule amie qu'elle avait jetée comme un déchet pour la voir s'élever comme une royauté. Le désespoir qui avait poussé Linda à l'entreprise d'Ada était réel. Elle n'avait pas d'économie, pas de perspective d'emploi, et son CV, aussi impressionnant qu'il paraisse, ne signifiait rien sans connexion. Elle avait essayé ailleurs, les bureaux l'avaient repoussée, même les agences de mannequinat avaient ri quand elle s'était approchée, disant qu'elle était trop vieille et trop utilisée pour l'image qu'ils voulaient. Quand quelqu'un lui avait chuchoté que la vendeuse de pain possédait maintenant une chaîne de boulangerie et embauchait des femmes de ménage, la fierté de Linda avait résisté, mais la faim avait finalement battu la fierté. Elle portait une robe empruntée, du poudre sur son visage fatigué et marchait dans la réception avec un sourire forcé. Elle espérait qu'Ada ne la reconnaîtrait pas, ou du moins ne se souviendrait pas de la douleur. Mais lorsqu'Ada sortit du bureau et que leurs regards se croisèrent, elle sut instantanément que cet espoir était une fantaisie. Il n'y avait pas de haine dans le regard d'Ada, seulement quelque chose de plus profond,
quelque chose qui l'effrayait plus que la vengeance, un calme puissant. Dans son bureau, Ada s'assit tranquillement pendant plusieurs minutes, fixant le formulaire de candidature de Linda avec un cœur battant à un rythme étrange. Elle n'avait jamais imaginé ce jour arriver, pas si tôt, pas comme ça. Une partie d'elle ressentait de la pitié, une autre partie sentait que la destinée lui avait rendu justice sur un plateau d'argent. « Devrais-je l'embaucher » murmura-t-elle pour elle-même. « Ou devrais-je lui rappeler ce que signifie mendier ?» Mais alors que le souvenir de leur enfance défila dans son esprit, les sandales volées qu'elle partageait, les poèmes qu'elles écrivaient pour les garçons, les nuits de jeûne sans nourriture pendant le WEC, la décision d'Ada s'adoucit. Elle prit un stylo et encercla le mot « embaucher », non pas parce que Linda le méritait, mais parce qu'Ada avait besoin de prouver à elle-même qu'elle s'était élevée au-dessus du mépris. Mais au fond d'elle, quelque chose la troublait. Une voix chuchotait, « Tu l'as laissé entrer à nouveau dans ta maison. » Et il faudrait du temps avant qu'Ada ne réalise à quel point ce choix était dangereux. Et il ne fallut pas longtemps après son embauche pour que Linda ne commence son jeu. Le premier jour officiel, elle se présenta en uniforme simple, la tête baissée, les yeux silencieux, le portrait parfait de l'humilité. Elle nettoya les sols, rangea les étagères et suivit les instructions sans se plaindre. Ada lui laissa de l'espace, la regardant de loin sans trop parler. Les autres employés ne connaissaient pas leur histoire, alors ils traitaient Linda comme n'importe quelle autre femme de ménage. Et pour la première fois de sa vie, Linda frottait les toilettes et essuyait les fenêtres sous l'autorité de quelqu'un d'autre. Mais à l'intérieur, une tempête se préparait. Chaque coup de balai, chaque instruction chuchotée d'une jeune superviseure lui semblait comme du sel sur une plaie ouverte. La honte était insupportable. Et ce qui la rendait encore pire, c'était le silence d'Ada. Elle ne se vantait jamais, ne mentionnait jamais leur passé, ne la réprimandait même jamais. Cette dignité silencieuse rendait Linda folle. Il était plus facile d'être haï, mais cette pitié, cette indifférence digne était plus douloureuse que la vengeance ouverte. Un après-midi, Linda attendit que tout le monde soit parti déjeuner et frappa doucement à la porte du bureau d'Ada. « Entrez » dit Ada doucement. Linda entra à pas lents, répétant le discours qu'elle avait pratiqué dans son esprit 100 fois. « Ada » commença-t-elle, la voix tremblant légèrement, « je veux juste dire que je suis désolée pour ce que j'ai fait, pour la façon dont je t'ai traité. » Ada leva les yeux, son regard indéchiffrable. « C'est bon » dit-elle simplement. C'était il y a longtemps. Mais Linda voulait plus, elle voulait la restauration, pas le pardon. « Pouvons-nous redevenir amis comme avant » demanda-t-elle, forçant une larme. Ada ne cligna pas des yeux. Elle se pencha en avant, joignit les mains et dit d'une voix calme et glaciale, « Nous n'avons jamais été ennemis, Linda, mais nous ne pourrons plus jamais être amis. Certains ponts brûlent même sans feu. » Linda resta figée, la bouche légèrement ouverte. Elle essaya de forcer un sourire, mais sa fierté se brisa en 1000 morceaux invisibles. Elle hocha la tête et se retourna, sortant du bureau avec son âme en lambeaux. Cette nuit-là, Linda s'assit sur son matelas dans les quartiers du personnel, incapable de dormir. L'écran de son téléphone brillait dans l'obscurité, montrant le profil brillant d'Ada sur Instagram. Une autre publication, une autre félicitation. La rage coulait dans ses veines comme du venin. Là alors, c'est ce que tu es devenue, une star, siffla-t-elle. Le rejet ne l'avait pas seulement piqué, il avait déchiré son identité en lambeaux. Elle se souvenait comment Ada s'était autrefois agenouillée pour supplier ses professeurs, comment Ada avait lavé ses uniformes quand elle était trop paresseuse, comment Ada avait pleuré silencieusement quand elle avait pris le garçon qu'elle aimait. Et maintenant, cette même Ada avait l'audace de dire « Nous ne sommes plus les mêmes ». La mâchoire de Linda se serra alors qu'elle faisait défiler les photos de succès d'Ada. « Tu penses avoir gagné ?» murmura-t-elle. Mais ce jeu n'est pas terminé. Elle commença à passer des appels cette nuit-là à des personnes avec qui elle avait autrefois fait la fête, à d'anciens petits amis devenus fraudeurs, à quiconque pourrait l'aider à se sentir puissante à nouveau. Les roues de la trahison tournaient, et Ada n'avait aucune idée que sa plus grande tempête venait de revenir dans sa vie. Le lancement de la propre entreprise de pain d'Ada fut discret, pas d'événement tapa accent grave-l'œil, pas de célébrité pour en faire la promotion. Elle la nomma les pains d'Ada, avec un slogan qui disait « Construite à partir de la douleur, cuite avec passion ».
Ces miches étaient plus petites que celles standards sur le marché, mais une bouchée révélait leur richesse. Elle y infusa son mélange unique de saveurs, y compris du miel, de l'essence de banane et un glaçage au lait, des recettes qu'elle avait créées à l'époque où elle ne pouvait pas se permettre mieux. Et cela fonctionna. Son pain se vendit en quelques jours. Elle se concentra sur le marketing au niveau communautaire, fournissant directement aux vendeurs, aux kiosques et aux petits restaurateurs. Ses prix étaient compétitifs, ses livraisons ponctuelles et son service client excellent. En seulement 6 mois, Ada passa d'un appartement loué à un bungalow de 2 chambres dans les banlieues. Elle employa 15 travailleurs, dont la plupart étaient de jeunes filles qui avaient autrefois essayé d'échanger leur dignité contre la survie. Elle les forma, les habilla et leur rappela qu'elles pouvaient s'élever sans ramper. Mais la croissance ne s'arrêta pas là. Son histoire fut reprise par un blog culinaire international qui était tombé sur l'un de ses sketchs viraux. Ils l'appelèrent la patronne du pain du Nigeria. Bientôt, elle fut invitée à parler dans des écoles et sur les marchés, non pas de plan d'affaires, mais d'endurance. Elle se tenait devant les foules et disait « Je n'avais pas de diplôme, pas de père avec des relations, pas d'homme pour me financer. Tout ce que j'avais, c'était un plateau et la décision de ne jamais me contenter de peu. » Ces mots touchaient les gens. Elle ne venait pas avec des discours révisés ou des accents étrangers, elle venait avec la vérité. Ada n'était plus simplement une vendeuse de pain. Elle était devenue un symbole de survie. Mais même avec les applaudissements et la croissance, elle ne souriait jamais trop largement, car au fond d'elle-même, elle savait que la paix pouvait encore être menacée, surtout par des personnes comme Linda qui portaient des rancunes silencieuses. Un matin, son assistante se précipita dans la boulangerie, les yeux écarquillés. « Madame, il y a une candidate à l'embauche ici. Vous devez la voir vous-même. » Ada sortit, le cœur battant, et la voilà, Linda, assise tranquillement dans un coin de la salle d'attente en train de remplir un formulaire. Sa perruque était usée, ses vêtements ne criaient plus la richesse, son visage avait perdu son éclat arrogant. Ada ne dit rien. Elle se retourna simplement et rentra dans son bureau, ses émotions envahies de confusion, d'incrédulité et de quelque chose de plus sombre. La même femme qui l'avait autrefois humiliée demandait maintenant une chance de nettoyer ses sols. Mais Ada ne sourit pas. Elle murmura simplement pour elle-même, « Maintenant, voyons à quoi ressemble l'humilité. » Linda fixa le formulaire de candidature sur ses genoux, ses doigts manucurés tremblants et écaillés. Il y avait quelque chose d'horrible à être assise dans la salle d'attente d'une entreprise appartenant à la même fille dont elle s'était moquée autrefois. La même fille dont le seul crime était d'avoir été trop loyale. Quelques années plus tôt, Linda pouvait tout acheter, les meilleurs téléphones, vêtements et même des amitiés factices. Maintenant, l'argent avait séché, les prétendants avaient disparu et son père, autrefois un magnate de l'immobilier respecté, se cachait des agents de l'EFCC après avoir perdu leur maison. Ils avaient emménagé dans un appartement loué dans un quartier bruyant où les moustiques bourdonnaient plus fort que les regrets de son père. Linda détestait chaque seconde de cela. Et la pire partie n'était même pas la pauvreté, c'était la moquerie de ceux qu'elle avait autrefois méprisés. Tout le monde sur qui elle avait marché marchait maintenant sur elle. Mais Ada était le joyau de sa honte. La seule amie qu'elle avait jetée comme un déchet pour la voir s'élever comme une royauté. Le désespoir qui avait poussé Linda à l'entreprise d'Ada était réel. Elle n'avait pas d'économie, pas de perspective d'emploi, et son CV, aussi impressionnant qu'il paraisse, ne signifiait rien sans connexion. Elle avait essayé ailleurs, les bureaux l'avaient repoussée, même les agences de mannequinat avaient ri quand elle s'était approchée, disant qu'elle était trop vieille et trop utilisée pour l'image qu'ils voulaient. Elle commença à passer des appels cette nuit-là à des personnes avec qui elle avait autrefois fait la fête, à d'anciens petits amis devenus fraudeurs, à quiconque pourrait l'aider à se sentir puissante à nouveau. Les roues de la trahison tournaient, et Ada n'avait aucune idée que sa plus grande tempête venait de revenir dans sa vie. Le lancement de la propre entreprise de pain d'Ada fut discret, pas d'événement tapa accent grave l'œil, pas de célébrité pour en faire la promotion. Elle la nomma les pains d'Ada, avec un slogan qui disait « Construite à partir de la douleur, cuite avec passion ». Ces miches étaient plus petites que celles standards sur le marché, mais une bouchée révélait leur richesse. Elle y infusa son mélange unique de saveurs, y compris du miel, de l'essence de banane et un glaçage au lait, des recettes qu'elle avait créées à l'époque où elle ne pouvait pas se permettre mieux. Et cela fonctionna.
Son pain se vendit en quelques jours. Elle se concentra sur le marketing au niveau communautaire, fournissant directement aux vendeurs, aux kiosques et aux petits restaurateurs. Ses prix étaient compétitifs, ses livraisons ponctuelles et son service client excellent. En seulement 6 mois, Ada passa d'un appartement loué à un bungalow de 2 chambres dans les banlieues. Elle employa 15 travailleurs, dont la plupart étaient de jeunes filles qui avaient autrefois essayé d'échanger leur dignité contre la survie. Elle les forma, les habilla et leur rappela qu'elles pouvaient s'élever sans ramper. Mais la croissance ne s'arrêta pas là. Son histoire fut reprise par un blog culinaire international qui était tombé sur l'un de ses sketchs viraux. Ils l'appelèrent la patronne du pain du Nigeria. Bientôt, elle fut invitée à parler dans des écoles et sur les marchés, non pas de plan d'affaires, mais d'endurance. Elle se tenait devant les foules et disait « Je n'avais pas de diplôme, pas de père avec des relations, pas d'homme pour me financer. Tout ce que j'avais, c'était un plateau et la décision de ne jamais me contenter de peu. » Ces mots touchaient les gens. Elle ne venait pas avec des discours révisés ou des accents étrangers, elle venait avec la vérité. Ada n'était plus simplement une vendeuse de pain. Elle était devenue un symbole de survie. Mais même avec les applaudissements et la croissance, elle ne souriait jamais trop largement, car au fond d'elle-même, elle savait que la paix pouvait encore être menacée, surtout par des personnes comme Linda qui portaient des rancunes silencieuses. Un matin, son assistante se précipita dans la boulangerie, les yeux écarquillés. « Madame, il y a une candidate à l'embauche ici. Vous devez la voir vous-même. » Ada sortit, le cœur battant, et la voilà, Linda, assise tranquillement dans un coin de la salle d'attente en train de remplir un formulaire. Sa perruque était usée, ses vêtements ne criaient plus la richesse, son visage avait perdu son éclat arrogant. Ada ne dit rien. Elle se retourna simplement et rentra dans son bureau, ses émotions envahies de confusion, d'incrédulité et de quelque chose de plus sombre. La même femme qui l'avait autrefois humiliée demandait maintenant une chance de nettoyer ses sols. Mais Ada ne sourit pas. Elle murmura simplement pour elle-même, « Maintenant, voyons à quoi ressemble l'humilité. » Linda fixa le formulaire de candidature sur ses genoux, ses doigts manucurés tremblants et écaillés. Il y avait quelque chose d'horrible à être assise dans la salle d'attente d'une entreprise appartenant à la même fille dont elle s'était moquée autrefois. La même fille dont le seul crime était d'avoir été trop loyale. Quelques années plus tôt, Linda pouvait tout acheter, les meilleurs téléphones, vêtements et même des amitiés factices. Maintenant, l'argent avait séché, les prétendants avaient disparu et son père, autrefois un magnate de l'immobilier respecté, se cachait des agents de l'EFCC après avoir perdu leur maison. Ils avaient emménagé dans un appartement loué dans un quartier bruyant où les moustiques bourdonnaient plus fort que les regrets de son père. Linda détestait chaque seconde de cela. Et la pire partie n'était même pas la pauvreté, c'était la moquerie de ceux qu'elle avait autrefois méprisés. Tout le monde sur qui elle avait marché marchait maintenant sur elle. Mais Ada était le joyau de sa honte. La seule amie qu'elle avait jetée comme un déchet pour la voir s'élever comme une royauté. Le désespoir qui avait poussé Linda à l'entreprise d'Ada était réel. Elle n'avait pas d'économie, pas de perspective d'emploi, et son CV, aussi impressionnant qu'il paraisse, ne signifiait rien sans connexion. Elle avait essayé ailleurs, les bureaux l'avaient repoussée, même les agences de mannequinat avaient ri quand elle s'était approchée, disant qu'elle était trop vieille et trop utilisée pour l'image qu'ils voulaient. Quand quelqu'un lui avait chuchoté que la vendeuse de pain possédait maintenant une chaîne de boulangerie et embauchait des femmes de ménage, la fierté de Linda avait résisté, mais la faim avait finalement battu la fierté. Elle portait une robe empruntée, du poudre sur son visage fatigué et marchait dans la réception avec un sourire forcé. Elle espérait qu'Ada ne la reconnaîtrait pas, ou du moins ne se souviendrait pas de la douleur. Mais lorsqu'Ada sortit du bureau et que leurs regards se croisèrent, elle sut instantanément que cet espoir était une fantaisie. Il n'y avait pas de haine dans le regard d'Ada, seulement quelque chose de plus profond, quelque chose qui l'effrayait plus que la vengeance, un calme puissant. Dans son bureau, Ada s'assit tranquillement pendant plusieurs minutes, fixant le formulaire de candidature de Linda avec un cœur battant à un rythme étrange. Elle n'avait jamais imaginé ce jour arriver, pas si tôt, pas comme ça. Une partie d'elle ressentait de la pitié, une autre partie sentait que la destinée lui avait rendu justice sur un plateau d'argent. « Devrais-je l'embaucher » murmura-t-elle pour elle-même. « Ou devrais-je lui rappeler ce que signifie mendier »
Mais alors que le souvenir de leur enfance défila dans son esprit, les sandales volées qu'elle partageait, les poèmes qu'elles écrivaient pour les garçons, les nuits de jeûne sans nourriture pendant le WEC, la décision d'Ada s'adoucit. Elle prit un stylo et encercla le mot « embauché », non pas parce que Linda le méritait, mais parce qu'Ada avait besoin de prouver à elle-même qu'elle s'était élevée au-dessus du mépris. Mais au fond d'elle, quelque chose la troublait. Une voix chuchotait, « Tu l'as laissé entrer à nouveau dans ta maison. » Et il faudrait du temps avant qu'Ada ne réalise à quel point ce choix était dangereux. Il ne fallut pas longtemps après son embauche pour que Linda commence son jeu. Le premier jour officiel, elle se présenta en uniforme simple, la tête baissée, les yeux silencieux, le portrait parfait de l'humilité. Elle nettoya les sols, rangea les étagères et suivit les instructions sans se plaindre. Ada lui laissa de l'espace, la regardant de loin sans trop parler. Les autres employés ne connaissaient pas leur histoire, alors ils traitaient Linda comme n'importe quelle autre femme de ménage. Et pour la première fois de sa vie, Linda frottait les toilettes et essuyait les fenêtres sous l'autorité de quelqu'un d'autre. Mais à l'intérieur, une tempête se préparait. Chaque coup de balai, chaque instruction chuchotée d'une jeune superviseure lui semblait comme du sel sur une plaie ouverte. La honte était insupportable. Et ce qui la rendait encore pire, c'était le silence d'Ada. Elle ne se vantait jamais, ne mentionnait jamais leur passé, ne la réprimandait même jamais. Cette dignité silencieuse rendait Linda folle. Il était plus facile d'être haï, mais cette pitié, cette indifférence digne était plus douloureuse que la vengeance ouverte. Un après-midi, Linda attendit que tout le monde soit parti déjeuner et frappa doucement à la porte du bureau d'Ada. « Entrez », dit Ada doucement. Linda entra à pas lents, répétant le discours qu'elle avait pratiqué dans son esprit 100 fois. « Ada », commença-t-elle, la voix tremblant légèrement, « je veux juste dire que je suis désolée pour ce que j'ai fait, pour la façon dont je t'ai traité. » Ada leva les yeux, son regard indéchiffrable. « C'est bon », dit-elle simplement. C'était il y a longtemps. Mais Linda voulait plus, elle voulait la restauration, pas le pardon. « Pouvons-nous redevenir amis comme avant ?» demanda-t-elle, forçant une larme. Ada ne cligna pas des yeux. Elle se pencha en avant, joignit les mains et dit d'une voix calme et glaciale, « Nous n'avons jamais été ennemis, Linda, mais nous ne pourrons plus jamais être amis. Certains ponts brûlent même sans feu. » Linda resta figée, la bouche légèrement ouverte. Elle essaya de forcer un sourire, mais sa fierté se brisa en 1000 morceaux invisibles. Elle hocha la tête et se retourna, sortant du bureau avec son âme en lambeaux. Cette nuit-là, Linda s'assit sur son matelas dans les quartiers du personnel, incapable de dormir. L'écran de son téléphone brillait dans l'obscurité, montrant le profil brillant d'Ada sur Instagram. Une autre publication, une autre félicitation. La rage coulait dans ses veines comme du venin. « Là alors, c'est ce que tu es devenue, une star », siffla-t-elle. Le rejet ne l'avait pas seulement piqué, il avait déchiré son identité en lambeaux. Elle se souvenait comment Ada s'était autrefois agenouillée pour supplier ses professeurs, comment Ada avait lavé ses uniformes quand elle était trop paresseuse, comment Ada avait pleuré silencieusement quand elle avait pris le garçon qu'elle aimait. Et maintenant, cette même Ada avait l'audace de dire « Nous ne sommes plus les mêmes ». La mâchoire de Linda se serra alors qu'elle faisait défiler les photos de succès d'Ada. « Tu penses avoir gagné ?» murmura-t-elle. Mais ce jeu n'est pas terminé. Elle commença à passer des appels cette nuit-là à des personnes avec qui elle avait autrefois fait la fête, à d'anciens petits amis devenus fraudeurs, à quiconque pourrait l'aider à se sentir puissante à nouveau. Les roues de la trahison tournaient, et Ada n'avait aucune idée que sa plus grande tempête venait de revenir dans sa vie. Ada arpentait le sol de son nouveau bureau, ses talons cliquant doucement sur les carreaux de marbre alors qu'elle ajustait les fleurs fraîches sur la table. Cela lui avait pris des années, mais elle possédait maintenant 3 succursales à travers Enugu et faisait des plans pour Abuja et Port Harcourt. Sa marque ne s'était pas seulement élevée, elle était devenue un symbole de transformation. De jeunes femmes lui écrivaient des lettres quotidiennement, des parents amenaient leurs filles à elle pour du mentorat, elle recevait des demandes d'interview chaque semaine, mais elle en déclinait la plupart. Son histoire était déjà écrite non pas dans les journaux, mais dans les murs de sa boulangerie, dans les visages de son personnel, dans la façon dont l'odeur des pains chauds remplissait l'air comme l'espoir. Son entreprise n'était plus seulement une question de pain, mais de dignité, de pouvoir sans arrogance.
Alors qu'elle passait devant les rangées d'employés, beaucoup d'entre eux se tenaient plus droit en sa présence, non pas par crainte, mais par respect. Elle était ferme, mais elle était gentille, le genre de patronne qui se souvenait des anniversaires et partageait le déjeuner avec le personnel quand les choses devenaient trop mouvementées. Linda travaillait en silence, observant de loin. Chaque matin, elle balayait le hall d'entrée du rez-de-chaussée et passait devant le bureau d'Ada, et chaque fois qu'elle le faisait, quelque chose en elle la faisait souffrir. Non pas seulement de jalousie, mais de chagrin pour une version d'elle-même qu'elle avait détruite, de chagrin pour l'amitié qu'elle avait utilisée comme une arme. Pourtant, elle repoussait ses pensées comme des toiles d'araignée. Elle était allée trop loin dans son stratagème pour s'arrêter maintenant. Ada l'avait affectée à la zone de production, ce qui signifiait qu'elle avait un accès direct aux journaux, aux feuilles de calcul et aux commandes de fourniture. Elle commença à planter de petites empreintes numériques, de faux reçus, des entrées retardées, des divergences subtiles. Tony lui avait promis qu'avec le temps, cela donnerait l'impression qu'Ada détournait de l'argent de sa propre entreprise. Tout ce que Linda avait à faire était de masquer sa piste. Elle garda le silence, travailla avec diligence, gagna même les éloges du superviseur de l'étage. Ada la croisa un après-midi et dit « Tu t'es améliorée, continue comme ça. » Linda sourit brièvement et murmura « Merci, madame. » Mais à l'intérieur, elle murmura « Tu vas regretter de m'avoir regardé de haut. » Pendant ce temps, Ada n'avait aucune idée de ce qui se tramait. Elle était trop occupée à essayer de répondre à la demande, à jongler avec les commandes, à organiser son équipe pour une prochaine conférence des fournisseurs et à mentorer 3 nouvelles stagiaires du village. Un soir, elle apporta un gâteau à la salle de pause du personnel. Linda était là aussi, alors que tout le monde riait et prenait des photos. Linda s'assit au bord, faisant semblant de profiter de la célébration tout en envoyant discrètement un message à Tony au sujet de son prochain coup. Ada se leva et porta un toast. À tous ici, je dis merci. Ce n'est pas seulement ma boulangerie, c'est notre empire. Les verres s'entrechoquèrent, les rires résonnèrent et la musique joua, mais dans un coin de la pièce, l'empire commençait déjà à se fissurer. Non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. La personne qui tenait le couteau n'était pas une étrangère, c'était un fantôme d'un passé qu'Ada aurait dû enterrer depuis longtemps. Les semaines passèrent et les fissures dans la paix d'Ada commencèrent à apparaître. De petits problèmes d'abord, un camion de livraison qui n'atteignit jamais sa destination, un lot de pain retourné pour incohérence, une facture qui ne correspondait pas. Son comptable leva un sourcil. « Madame, je pense que quelqu'un manipule nos registres financiers, dit-il un matin, d'un ton prudent. Ada fronça les sourcils. Qui ferait une telle chose? Mais au fond d'elle, un vent froid balaya son cœur. Elle avait toujours été prudente, si prudente avec les mots de passe, les paiements et les partenariats. Mais dernièrement, elle avait été trop occupée à s'étendre, trop confiante. Commencez un audit, ordonna-t-elle discrètement. Laissez-moi voir chaque transaction du mois dernier. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle arpenta le terrain, fixant le ciel sombre, se demandant qui oserait voler chez elle et pourquoi. Le lendemain matin, elle passa devant Linda, qui balayait les marches de l'entrée. Leurs regards se croisèrent brièvement. Ada remarqua quelque chose, une lueur de culpabilité ou était-ce de la peur? Elle ne pouvait pas le dire. Linda baissa rapidement la tête et continua à balayer, mais ses mains tremblaient légèrement. Ada s'arrêta, la regardant. Le souvenir de leur première retrouvaille lui traversa l'esprit, le rire, la moquerie, la piqûre. Elle avait pardonné Linda en silence, mais maintenant, le doute s'insinuait. Linda pouvait-elle vraiment être derrière tout cela, ou n'était-ce que de la paranoïa? Ada voulait croire en la bonté des gens, elle voulait s'accrocher à la version d'elle-même qui donnait une seconde chance aux gens. Mais quelque chose avait changé. Sa boulangerie ne lui semblait plus sûre, son personnel ne lui semblait plus comme une famille, et sa confiance, cette chose qu'elle avait gardée si précieusement, lui semblait maintenant comme un toit qui fuit pendant une forte pluie. Ce soir-là, Ada s'assit dans son bureau, feuilletant de vieilles photos. Une image l'arrêta net, une photo du lycée, elle et Linda, bras dessus bras dessous, souriantes comme des folles. Nous étions des filles avec des rêves, pensa Ada. Comment en sommes-nous arrivés là? Son téléphone vibra, un message de son comptable, vous devez voir ça, c'est plus gros que ce que nous pensions.
Elle fixa le message longtemps, ses doigts tremblants alors qu'elle saisissait le téléphone pour le composer, mais avant qu'elle ne le fasse, elle entendit des pas à sa porte. C'était Linda, tenant une serpillière, les yeux écarquillés. « Madame, dit-elle nerveusement, il y a une fuite dans la cuisine de la boulangerie. » Ada la fixa, mais cette fois, non pas avec chaleur. Elle se leva lentement, le cœur lourd. « Allons voir ça ensemble, » répondit-elle, et pour la première fois depuis le retour de Linda, leurs pas résonnèrent côte à côte, non pas en amis, mais en deux femmes marchant vers une vérité qui ne pouvait plus être cachée. La fuite dans la cuisine était mineure, un tuyau cassé derrière l'un des vieux fours, mais le silence entre Ada et Linda alors qu'elle l'inspectait était assourdissant. La pièce sentait l'huile chauffée et les secrets. Linda essuya le sol sans dire grand-chose, mais Ada ne bougea pas. Elle resta là, les bras croisés, regardant non pas le tuyau, mais la femme accroupie sur les carreaux, vêtue d'un uniforme qu'elle n'avait jamais imaginé porter. L'air devint plus lourd à chaque seconde. « As-tu jamais été sincère dans tes excuses ?» demanda Ada, sa voix douce mais perçante. Linda s'arrêta, ses doigts se serrant autour de la serpillière. « Oui, dit-elle sans lever les yeux. Mais cela n'a plus d'importance maintenant, n'est-ce pas ?» Ada ne répondit pas. Elle se retourna et s'éloigna, ses talons cliquant comme un marteau dans une salle d'audience, laissant Linda dans le silence épais et collant de son propre chagrin et de sa culpabilité. Mais Ada avait pris sa décision. Elle irait au fond du sabotage financier, même si cela signifiait traîner chaque ombre dans la lumière. Plus tard ce soir-là, Ada rencontra son comptable et son conseiller juridique. L'audit était accablant, des fonds avaient été détournés en petites sommes sur plusieurs semaines à l'aide de fournisseurs fantômes, de factures manipulées et de redirections de paiement. Le système était intelligent, conçu pour donner l'impression qu'Ada elle-même déplaçait l'argent, mais sa trace numérique était propre. Cachée sous la coquille de l'arnaque se trouvait une chaîne de noms d'utilisateurs et de mots de passe remontant à un compte d'accès de bas niveau. Le nom la choqua, Linda Is. L'estomac d'Ada se tordit. Elle avait eu des soupçons, mais voir la preuve devant elle serrait encore sa poitrine de trahison. « Portez-vous plainte ?» demanda l'avocat. Ada s'adossa, se frottant les tempes. Tout son personnel levait les yeux vers elle. Elle avait construit cette entreprise à partir de rien. « Pas encore, » dit-elle entre ses dents serrées. « Laissez-moi m'en occuper à ma manière d'abord. » Le lendemain matin, Ada convoqua une réunion du personnel. Tout le monde se rassembla dans la grande cour, des boulangers et des commerciaux aux femmes de ménage et aux chauffeurs. Ils se tinrent en demi-cercle, curieux et silencieux. Ada grimpa sur le petit podium utilisé pour la formation et leur fit face avec un calme qui masquait une tempête. Elle leva un dossier. « Quelqu'un parmi vous a volé ?» dit-elle. Un murmure parcourut la foule, mais je ne les humilierai pas ici. J'ai construit cette entreprise sur la dignité et je ne la détruirai pas avec du drame. Cependant, ses yeux balayèrent la pièce et se posèrent sur Linda, qui se tenait figée dans un coin. Quiconque sait, ils ont jusqu'à ce soir pour avouer, ou je remets ce dossier entier à la police. Le personnel murmura avec anxiété. La respiration de Linda devint superficielle. Ada descendit en frôlant Linda sans un regard. Ce soir-là, Linda ne rentra pas chez elle. Elle resta longtemps après que les autres furent partis, et quelque part dans le fond de l'usine, une caméra la filma entrant dans le bureau d'Ada. Ce qu'elle y fit resterait un mystère jusqu'à ce que le chaos du lendemain ne le révèle. La cérémonie de remise des prix pour l'innovateur en boulangerie de l'année se tenait dans une salle étincelante au centre-ville, remplie de chefs, de boulangers et d'entrepreneurs de tout le pays. Ada arriva vêtue d'une longue robe bordeaux, les cheveux en chignon élégant, l'expression sereine mais garde. Les flashs des appareils photo crépitèrent alors qu'elle sortit de la voiture, sourires, salutations, applaudissements tourbillonnaient autour d'elle comme des confettis, mais son cœur était lourd. Elle n'avait pas vu Linda de toute la journée. Après la confrontation, Linda avait disparu. Ada avait demandé à son équipe des ressources humaines de laisser son nom hors de la liste de présence. Pourtant, une partie d'elle se demandait si elle allait se montrer, si elle allait s'excuser une dernière fois ou pire, faire une scène. Mais alors que la nuit avançait et qu'Ada fut appelée sur scène pour recevoir son prix, Linda était introuvable. Ada se tint derrière le pupitre, tenant la plaque dorée dans ses mains. Ce prix,
Commença TL, n'est pas pour moi seule. Il est pour chaque fille à qui on a dit qu'elle n'y arriverait pas, pour chaque femme qui a été moquée pour avoir rêvé, pour chaque âme qui s'est relevée de la honte. La salle explosa en applaudissements. Elle sourit, inclina légèrement la tête et descendit de la scène. Mais alors qu'elle retournait à sa table, ses yeux captèrent quelque chose, une figure près de la porte de sortie. C'était Linda, vêtue de noir, à moitié cachée dans l'ombre. Leurs regards se croisèrent pour la première fois. Il n'y avait ni colère ni arrogance, juste un regard froid et indéchiffrable. Ada fit une pause à mi-chemin, Linda hocha une fois la tête, puis se retourna et glissa hors du bâtiment comme un fantôme. Ce fut la dernière fois que quelqu'un la vit cette nuit-là, mais ce ne serait pas la dernière fois qu'Ada sentirait sa présence. Le lendemain matin, le chaos explosa. Le système interne de la boulangerie avait été piraté, les fichiers de commandes effacés, les dossiers des employés altérés et les contrats des clients mystérieusement résiliés. L'un des fourgons de livraison avait été rayé avec les mots « Ta couronne s'effritera ». Le personnel était confus, désemparé. Ada reçut des dizaines d'appels. Elle se précipita au bureau pour trouver ses fichiers saccagés et ses données financières corrompues. Linda avait disparu, sa chambre dans les quartiers du personnel était vide, son téléphone inaccessible. Il n'y avait pas de preuves directes, seulement des soupçons, mais Ada savait qu'elle avait invité son passé dans sa maison et qu'il avait maintenant planté du poison dans ses fondations. Alors qu'elle se tenait au milieu de sa boulangerie autrefois paisible, une tempête se préparant à l'intérieur et à l'extérieur, elle réalisa que la bataille était loin d'être terminée. Et alors que le chapitre se refermait sur sa plus grande victoire, un autre, plus sombre, plus mortel et plus personnel, venait de commencer. À suivre dans la deuxième partie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Laissez-le dans les commentaires. Assurez-vous d'aimer, de commenter et de vous abonner à ma chaîne YouTube Toshi Stories pour plus d'histoires.